cette poignée de main historique entre Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, et Macky Sall, l'actuel locataire du palais. Il y a également cette grâce présidentielle accordée à Khalifa Ababacar Sall. Autant de signes qui montrent que sur le plan politique, on va vers un apaisement. Oui, je pense que cet apaisement, comme vous l'appelez, j'appelle décrispation quelque part, est une donnée logique qui s'inscrit dans ce que le président de la République a dit, si je me souviens bien, le 5 mars. Aussitôt après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République s'est adressé à la nation en disant quelque chose qui me paraît essentiel dans une démocratie en mouvement comme la nôtre. Il avait dit 58% des Sénégalais ont voté pour moi, je le sais bien, mais il y a à peu près 42% d'entre vous qui ne l'ont pas fait. Je serai à l'écoute de tout le monde et je parlerai également aux 42% qui n'ont pas voté pour moi. Cela voudrait dire simplement qu'il est ouvert et qu'il va parler à tout le monde, y compris et en particulier à l'opposition qui avait incarné ces 42%, à peu près 42,77%. 41,77%. Il y avait 58,23%. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Si vous regardez bien d'ailleurs, c'est une constante dans sa démarche. C'est une suite logique finalement. Tout ce qui s'est passé ces temps-ci, je peux dire que ce qui s'est passé le jour de l'inauguration de Massalikul Djinan, c'était l'illustration d'un long cheminement qui est parti depuis qu'il est installé au pouvoir. Sa volonté de parler aux autres et également sa volonté d'apaiser à chaque fois qu'il y a des crispations. Il est vrai, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de crise au Sénégal au point qu'on puisse justifier un dialogue et qu'on puisse un dialogue national de ces questions-là. Mais même s'il n'y a pas de crise au sens où il le concède, c'est vrai, il reste qu'il y a des points de cristallisation qui ont fait qu'à un moment donné, il y avait comme une sorte de tension entre la majorité et l'opposition. Donc il est bon, à chaque fois que de besoin, de se retrouver et de parler des questions essentielles qui concernent la nation. Et c'est ce qui se passe à travers les dialogues politiques. Parce qu'avant qu'on arrive Massalikul Djinan, il y avait déjà la mise en place d'un comité de dialogue politique qui travaillait et qui a d'ailleurs sorti ces temps-ci des points d'accord essentiels par rapport à des points qui semblaient être des points de cristallisation d'une certaine tension politique. Je pense qu'ils avancent bien. Il y a également le comité de dialogue national dont l'installation est prévue dans les jours à venir et qui est présidé par le président Famara Ibrahima Sagna. Je pense que ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, comme je l'ai répété moi-même, est une suite logique d'événements qui sont passés dans notre pays. Certains ont vite fait de parler de deal ou protocole. N'est-ce pas là jeter du sable dans le couscous ou juste avoir à parler? C'est la presse qui parle de deal. Et la presse, si la presse le dit, j'ai été dans la presse, je sais. On est friand de ces mots qui, quelque part souvent, ça mène des soupçons par rapport à des choses qui se passent et par rapport à des sortes de combinaisons, de combinatoires entre hommes politiques. Je pense que ce qui s'est passé au vu au-dessus de tout le monde. C'est presser le faux pour avoir le vrai, certain. Oui, mais il ne peut pas y avoir de vrai au-delà du fait qu'il y avait des points de divergence, qui ont été notés depuis quelque temps. Notamment, vous n'en parlez pas, mais l'emprisonnement de Khalifa Sall. Vous n'en parlez pas également, mais la situation judiciaire ou juridique de Karim Wade, c'est des faits. Mais également, la crispation des positions du PDS motivée entre autres par ce que j'ai dit à propos de Karim, mais également la crispation d'autres opposants, notamment sur le processus électoral. Voilà des faits sur lesquels il ne peut pas y avoir de deal. Quelle sorte de deal peut-il y avoir par rapport à ça? Moi je ne vois pas. Peut-être que... Vous savez, le problème que je peux avoir parfois, c'est un deal. On ne dit jamais les termes du deal, en quoi ça consiste. Et qui sont les dealers aussi. Et qui sont les dealers. Même les dealers, on insinue. Mais il serait bon que quelqu'un puisse faire les enquêtes pour dire voilà les termes du deal. Et ça ferait avancer les choses. Mais se contenter de faire des affirmations. Là, c'est le journaliste d'investigation qui donne une leçon aussi aux... C'est le citoyen, c'est pas une leçon. Les citoyens, ils voudraient bien savoir quels sont les termes du deal qui deal il y a.
C'est le problème. Et tant qu'on n'a pas rapporté des faits qui attestent du deal, on parle dans l'air. Parce qu'au fond, ce sont les faits qui sont rois, qui nous permettent de dire effectivement il y a deal ou il n'y a pas deal. Je ne sais pas trop. Voilà. Des faits constants qui ont abouti, on le disait tout à l'heure, à ce que l'on sait, ce dégel dans ces relations. Après ces actes forts qui ont été posés, peut-on, Monsieur le ministre, espérer peut-être une loi d'amnistie? Vous parlez tout à l'heure de Karim Wade, mais également de Khalifa Sall. Je me mettrai à parler d'amnistie, je ferai dans la prophétie. D'abord, c'est pas moi. On parle d'espoir, espérer une amnistie. Tout le monde peut espérer tout dans la vie. On peut espérer tout. Mais entre espérer aller dire on peut s'attendre, c'est différent. Moi, je ne veux pas, de ce point de vue-là, m'attendre à quoi que ce soit. Je constate les faits aujourd'hui. Les faits sont quoi? Il y a une grâce présidentielle en faveur de Khalifa Sall qui lui permet aujourd'hui de ne pas purger ce qui restait de sa peine de prison qui a été prononcée par les tribunaux sénégalais. J'en suis très content personnellement, très très content. Au-delà de ce que certains peuvent penser d'ailleurs, pour les relations personnelles qui me lient à ce garçon, à Khalifa Sall. Et ensuite, j'en suis également content parce que simplement ça amène, quoi qu'on puisse dire, une forme d'apaisement et de décristallisation sur certains points de fixation qui ont été notables au Sénégal. On a dit par exemple que le chef de l'État était un peu sur trop de fronts. Il fallait au moins se régler un front sur le plan politique, parce que sur le plan économique, social, il y avait encore... Moi je ne pose pas le problème à cet terme. Je le dis, je le répète au départ, il était dans une trajectoire qui permettait d'arriver à ça. Et qu'est-ce qu'on va faire également? Des nombreuses demandes qui ont convergé vers lui pour dire, en posant ces pactes et ces gestes, vous contribuerez d'une manière ou d'une autre à apaiser la situation politique de façon générale dans le pays. Ce sont des tractations donc qui ont démarré depuis fort longtemps. Des demandes, des tractations. Des demandes. Je pense que ce n'est pas tout à fait le choix des mots. Il y a même au sein de la majorité présidentielle, et ils sont nombreux, qui sont allés vers lui pour faire ces demandes-là. J'ai pu vous certifier. Et d'autres Sénégalais qui n'ont aucune connotation politique, qui pour des raisons sociales et autres, ont pensé que c'était normal de le faire. S'il y a de pression, c'est en ces termes qu'on peut le poser, mais pas en termes de pression politique. Et on n'est pas insensible à son environnement. Et la réalité d'une société qui est la nôtre, qui fait que nous avons un État laïque, mais un État laïque qui n'affiche pas une neutralité absolue par rapport à la demande des différentes confréries, mais par rapport également à la demande des différentes religions dans notre pays. Mais de ce point de vue-là, oui, tout le monde est sensible à ça. Vous, moi et tout le monde. Moi, j'ai été quand même journaliste pendant 30 ans. Il m'arrivait dans la rédaction de mes articles de tenir compte de beaucoup de choses. On n'échappe pas à la réalité d'une société dans laquelle on baigne. Et c'est heureux qu'il en soit. D'ailleurs, c'est une illusion que de penser que la laïcité peut être une neutralité absolue par rapport aux faits religieux. Je voudrais souligner un fait qui me paraît. Le pays qui affiche le plus la neutralité de sa laïcité, c'est la France. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait aujourd'hui que l'église de Strasbourg, l'église de Strasbourg est financée par la République française. Complètement financée. En raison d'un concordat historique qui a été signé entre ce gouvernement et l'autre. Et en plus, pour la plupart, il y a un ancien chef d'État français qui est parti il n'y a pas longtemps. Jacques Chirac, vous avez vu qu'il a été à la place de l'église au moment de vérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas être insensible, totalement insensible aux faits religieux dans un pays religieux à 100%. Oui, on est sensible, mais ça ne veut pas dire que c'est des pressions. On est sensible. Et ne serait-on pas sensible, on aurait été considéré comme un être désincarné par rapport à la réalité d'un pays dans lequel il vit et qu'il dirige.
Heureusement d'ailleurs. Donc pour le chef de l'État qui finalement donc a suivi une certaine logique, vous le disiez, c'est tout un processus qui a abouti à ce que l'on sait. Le chef de l'État, dont vous assurez la communication, le porte-parole donc que vous êtes de la présidence de la République, nous de la presse, ou certains de mes confrères sont souvent très frustrés que le président Macky Sall, s'il y a des propos à tenir, va plus s'épancher sur la presse étrangère que sur la presse nationale. C'est un processus qui doit être suivi. Vous êtes journaliste, tout comme nous. On sait que quelquefois c'est très difficile. Que répondez-vous à ceux qui, quelquefois, vous tirent un peu... Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une pratique chez nous, pas au Sénégal, mais généralement en Afrique d'ailleurs, où les chefs d'État africains, parfois, à l'étranger, se prononcent de façon assez régulière sur des questions domestiques. Il y a un pays qui a trouvé un consensus au sein de la classe politique, c'est la France et d'autres pays occidentaux, où à chaque fois que les dirigeants sont à l'étranger, s'abstiennent d'évoquer des questions internes à leur pays. Je les comprends et ce consensus, moi, me va bien. Mais entre autres, faudrait-il que tous les acteurs politiques le respectent. Ça veut dire aujourd'hui que le président de la République à l'étranger s'abstiendrait de parler des questions domestiques, mais ça voudrait dire également que les opposants n'aillent pas à l'étranger pour, parfois je n'ai même pas à critiquer, mais pour vilipender. Vilipender, on l'a vu à New York par exemple. Vilipender le pouvoir. Que voulez-vous? Presse également. Ben voilà. Donc, si nous voulons être cohérents par rapport à ce que nous voulons, il faudrait que ce consensus soit observé par tous les partis. Le débat parti politique, c'est-à-dire par tous les protagonistes du débat public national. Et ça, souvent c'est très bien. Et exceptionnellement, on pourrait en arriver à parler des questions domestiques, parce qu'il y a des relations avec l'international. Ça, c'est possible. Mais je puis certifier, dans le cas d'espèce qui nous occupe, le cas de la dernière déclaration du président de la République, sommet à Biarritz. Certains me croient, d'autres ne me croiront pas. Moi j'étais à Dakar. Un journaliste de médias qui a interrogé le président de la République m'a appelé, pensant que j'étais avec le président de la République. Il a insisté pour dire qu'il souhaitait faire une interview avec le président de la République. Je lui ai dit, mais d'ici je ne pourrais pas en parler avec le président de la République, mais si vous voulez faire une interview avec le président de la République, adressez-vous à qui de droit qui est avec lui actuellement à Biarritz, en l'occurrence le ministre Seydou Gueye. Ils l'ont eu, ils ne l'ont pas eu, je ne sais pas. Je voulais simplement démontrer par là qu'il n'y avait pas une intention manifeste d'aller à Paris pour faire ces déclarations. C'est un concours de circonstances qui est arrivé, il a fait la déclaration. Mais plus on s'abstiendrait de faire des déclarations qui ont des incidences directs sur des questions de cristallisation au niveau interne, mieux ce serait pour notre démocratie, je le crois. Mais cela concerne à la fois et le président de la République et les opposants également. Si on en arrive à ce consensus. Opposants comme société civile qui souvent vilipendent entre guillemets la gestion d'un régime à l'étranger. Donc il y a une fâcheuse habitude à croire que c'est parce qu'on est au Palais Bourbon qu'on s'attaque au président de la République ou qu'on l'humilie. Je ne parle même pas du cas d'espèce, même avant. Je me souviens, il y a de cela quelques années, précisément en 1999, où le président Abdou Diouf avait été invité à l'Assemblée nationale en France pour prononcer un discours, ce qui était un événement exceptionnel et un honneur fait à notre pays. Un ancien chef de l'opposition, je me souviens, aussitôt après, a appelé un de nos responsables dans le journal Sud Quotidien pour lui transmettre un certain nombre d'informations qui, de toute évidence, ne correspondaient pas à la réalité. Il visait plus à faire mal qu'autre chose. Parce qu'il nous disait que le président Diouf venait d'être sorti par une porte dérobée et qu'il a été hué au point qu'il a, etc., au téléphone. Et le journaliste perspicace lui dit, Monsieur X, je vais vous citer. Il dit, ah non, vous allez dire selon une source anonyme. Et il a insisté, il dit non, je vous cite. Puisque vous êtes ma source. Parce que vous êtes ma source et vous êtes crédible pour moi. Il a refusé qu'on le cite. Quelques années après, quelques minutes après, il rappelle pour dire non, non, moi-même j'ai été trompé par mon informateur. Voilà. Voilà.
pense que je ne justifie rien, mais j'explique un contexte dans lequel peut-être nous devrions nous-mêmes, si nous pensons que c'est une mauvaise chose que de le faire à l'étranger, que nous imposions ces règles à tous les niveaux. Mais est-ce que vous, en tant que porte-parole de la présidence de la République, il est dans votre agenda de faire justement ce genre d'interview avec la nationale, si elle est demandeur aussi? Mais je suis en train de le faire avec que je ne sois son porte-parole. Oui, il y a quand même qui pose problème. Le président s'adresse, je crois, honnêtement, pas s'il a fait une conférence de presse, est-ce qu'il n'a pas fait une conférence de presse? Peut-être pour les journalistes, j'étais fier de venir devant le président de la République, et content d'ailleurs, parce qu'on se sent quelque part assez de l'interroger. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'il parle aux journalistes ou qu'il parle dans les médias? Attention, on peut ne pas parler directement aux journalistes, mais leur parler indirectement. Il le fait souvent. Il le fait souvent. Justement. Parce voilà. Mais peut-être les journalistes n'ont pas toujours le privilège de se retrouver au palais, de l'interviewer, mais on ne peut pas lui faire de reproche de ne pas parler aux Sénégalais. Oui, alors. Il faut faire un départ entre les deux choses. Moi, comme journaliste, encore que j'étais un journaliste assez particulier, je ne demandais pas nécessairement des interviews avec le président de la République, mais il m'est arrivé, le 19 mars 2009, d'avoir eu le privilège de le faire pendant 1 heure de temps. J'en étais sorti fier, je comprends ce que vous dites. Mais la question qui me préoccupe est moins celle-là que de dire est-ce que le président parle au Sénégalais? La réponse est oui. La réponse est oui. Maintenant également, ce n'est pas mal ni mauvais que par des périodes déterminées, il en juge l'opportunité qu'il puisse faire le privilège aux journalistes de reparler. Oui, peut-être oui. Alors nous parlons toujours de ce président qui aujourd'hui est quand même souvent au devant de la scène. Vous parliez de parler aux médias de manière générale, puisque au détour de cérémonie protocolaire, il est devant les médias. L'absence d'un Premier ministre serait à l'origine, selon certains, puisque même durant la période de l'hivernage, on a un peu reproché par rapport à l'attelage institutionnel, l'absence du président de la République. Il a fallu qu'il revienne pour qu'on puisse déclencher le plan Orsec, s'organiser, alors que s'il y avait un Premier ministre, peut-être ce travail serait fait un peu avant. Écoute, nous sommes au début d'une expérience. Je ne peux pas évaluer déjà ce qui sera la conséquence de cette nouvelle option. On peut quand même, à partir des renseignements que nous tirons du passé, essayer d'évaluer et de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Il y a des pays africains où il n'y a pas de Premier ministre, et il y a beaucoup de pays dans le monde où il n'y a pas de Premier ministre. Nous avons au Sénégal l'habitude d'en avoir depuis 1970. Je peux même dire, depuis l'indépendance du pays, on en avait en 1960. Avec la voilà. Premier ministre, il y a un effort. Voilà, vous avez bien dit de s'adapter par rapport à la nouvelle situation. J'ai pu vous dire, la position où je suis placé, que toute la science politique, administrative et juridique, incarnée par des hommes d'expérience, ou autour de lui ou à l'extérieur, comme conseillers spéciaux, tous ces gens-là sont en train de travailler avec le président de la République, naturellement, pour qu'il n'y ait pas de conséquences et d'impact négatifs par rapport à l'absence du Premier ministre. Qui sert un peu de couloir de transmission aussi, quelquefois, entre la présidence et le reste du gouvernement. Le Premier ministre, pris dans toutes ses prérogatives, le Premier ministre, pris dans toutes ses possibilités d'exécution des politiques publiques, sous la responsabilité du président de la République, naturellement. C'est ainsi que je le comprends. Mais l'expérience du passé, en tout cas en 1970, j'étais jeune, mais j'étais quelqu'un qui aimait bien écouter surtout les rassemblements trimestriels du Parti socialiste à l'époque de l'UPS, qu'on appelait le Conseil national du parti. Où je me souviens encore, j'étais jeune, c'était en 1969,
je ne peux plus vous le dire, je crois en mars 1969, où Senghor a réuni un conseil national pour déjà préparer les militants à l'existence de ce parti. Il parlait de ponce-pilatisme à l'époque. C'était, je crois, la première fois où j'entendais le ponce-pilatisme. Pour dire la tendance trop grande des milices à se décharger sur lui. Et également la frilosité de certains milices qui n'arrivaient pas à acter parce que simplement ils ne pensaient pas aller dans la bonne direction. Est-ce que c'est pas le cas présentement? Je ne peux pas le dire parce que ça, il n'y a que le président de la République qui pourrait un jour le dire. Et peut-être que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va le dire. Il faudrait faire un bilan peut-être et apporter des correctifs s'il y a nécessité. Pas nécessairement à l'an 2019. Il y a beaucoup de choses, les techniques de management, d'organisation d'État ont tellement évolué dans le bon sens et positivement qu'aujourd'hui, il est évident, moi je peux parler au président de la République en envoyant tout de suite des notes. Les autres ministres ne pouvaient pas le faire à l'époque en 1969. Je peux vous dire, sans révéler des secrets, le jour où Khalifa Sall est libéré, bon, on a fait rapidement notre comment dire le mot, l'appréciation de la situation ensemble. J'ai du privilège. Je veux dire que ce que lui peut faire aujourd'hui avec ses ministres, avec ses collaborateurs, il est évident qu'à l'époque, Senghor ne pouvait pas le faire. On va peut-être faire une évaluation. Donc, il faut attendre cette évaluation-là. Ne pas également croire forcément que ça va être une réussite totale. Lui-même en est conscient. Il connaît, il sait bien les problèmes que cela peut poser. Bon, la méthode du fast track qui est le fondement de cette doctrine qui est le fondement de cette nouvelle approche politique obéit à des conditions extrêmement rigoureuses qu'il n'est pas toujours facile de maîtriser. Au-delà des ministres, cette doctrine pose également l'efficacité et la diligence de l'administration publique, qui est certes sous la responsabilité du président de la République, mais exercée à distance. Donc il faut à la fois la diligence des ministres, la diligence de l'administration et la diligence de tout le monde. Elle est plus exigeante, cette doctrine-là, elle pose plus de problèmes, mais elle est parfaitement maîtrisable et elle peut être également réussie. Round-up de tout ceci, ce sera fait sûrement dans un court ou moyen terme, parce qu'il va falloir justement revenir sur cette approche, pas nouvelle, vous l'avez rappelé, peut-être qui date même de Senghor, mais que certains sont en train d'expérimenter. Actuellement, on est en train de l'expérimenter. En 1991, il n'y avait pas de poste de Premier ministre. Je crois qu'il y avait un secrétaire général tout-puissant, ministre d'État, qui avait fait également un boulot à la dimension de sa personnalité, à la dimension des possibilités politiques et administratives qui lui étaient offertes. Voilà, je pense que aujourd'hui aussi... On va vous laisser travailler, comme on le dit, on va laisser le gouvernement travailler sous le joug du chef de l'État, qui est chef également du gouvernement, et on verra peut-être la responsabilité. Voilà, c'est le choix des mots. Il faut faire très attention avec M. Abdelatif Coulibaly. Alors, nous allons marquer une courte pause, le temps juste de retrouver la page commerciale, et on revient pour la seconde partie de votre émission, Toute la vérité. Voilà, merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité. C'est toujours avec plaisir que nous retrouvons un doyen, le ministre Abdelatif Coulibaly, je le disais, journaliste, communicant, écrivain, essayiste, pas à ses heures perdues, c'est le terme consacré, mais vous l'êtes souvent, vous écrivez beaucoup. Le natif de Sokone est-il également politique? Je m'adapte. Et puis tout est politique dans la vie. Hein. Vous savez... Pas politique dans le sens politicien. C'était politique dans un certain sens, sans être organiquement encadré dans une organisation politique. Maintenant je le suis et je l'assume. J'ai lu un jour sur la plume d'un facétieux journaliste américain qui parlait de politiciens organiques et d'opposants organiques et d'opposants de perspective. Opposants de perspective dans le sens où cette personne, la société civile notamment, s'oppose par rapport à des politiques parce que pense
pense qu'il n'y a pas de perspective par rapport à ces politiques, des perspectives heureuses. Donc d'une certaine manière, j'étais opposant. Et là, je vois certains membres de la société civile refuser ce titre d'être un opposant. Mais ils le sont opposants, de perspective, pour reprendre le mot de ce collègue américain. Si les perspectives, si vous estimez que les perspectives, sur la base de faits, les perspectives qui sont assignées à votre pays, qui sont désignées, qui sont indiquées, dans lesquelles on s'oriente, ne sont pas de bonnes perspectives selon votre jugement, mais que vous vous reposez sur des faits réels, vous avez le droit et l'obligation d'ailleurs de vous opposer. Ou par vos commentaires, ou par vos reportages en informant les citoyens. C'est pas une contribution. Enfin, n'est-ce pas là une contribution, Mais que fait un opposant politique et d'un opposant dit non politique? Mais il dénonce, il critique et il propose. In fine, les positions sont différentes, mais la finalité du discours, sauf un élément, l'autre va accéder au pouvoir et l'autre non. C'est tout. Et encore, la société civile, il y en a beaucoup qui ensuite... Est-ce le cas au Sénégal aujourd'hui? Est-ce le cas de la société civile au Sénégal? Et quelle société civile? Puisque les mouvements de... Je ne parle pas spécifiquement du Sénégal, mais c'est arrivé ailleurs où la société civile... sont souvent taxés d'être des opposants. Certains, en tout cas, du pouvoir, les indexent comme des opposants. D'opposants de perspective. On s'oppose par rapport aux perspectives. Je considère les journalistes comme eux, sur la base des faits, sont des opposants qui pourraient être qualifiés comme tels. Moi, je n'ai jamais eu de honte ni de problème, de gêne à ce qu'on me qualifie d'opposant à l'époque. Je l'assumais. Vous étiez journaliste d'investigation, puisque vous n'étiez vraiment pas l'ami des pouvoirs en place. Voilà. C'est arrivé dans ma vie, effectivement, mais je ne suis plus journaliste, j'ai fait la politique. Je fais la politique aujourd'hui. Avec des ambitions, par exemple, sur le plan local, à Sokone, ou d'autres ambitions? C'est déjà acté il y a longtemps. Il ne faut pas qu'on revienne là-dessus, c'est sûr. Tant que je serai dans les possibilités d'être un candidat pour la mairie de Sokone, je n'hésiterai pas à le faire. Et au-delà de la mairie de Sokone après, puisque, juste une question, parce que vous êtes le porte-parole du président, de la présidence de la République, on peut le dire, c'est acté, c'est le dernier mandat du chef de l'État, Macky Sall. Je m'attendais d'avoir une interview avec lui pour le dire, pour qu'il vous le dise. C'est pas à moi. C'est pas à moi de dire aux Sénégalais, tant qu'il ne m'a pas dit ça, je porte parole. Je ne vais pas inventer sa parole. Il me confie sa parole, je l'ai dit. Il ne m'a pas encore confié cette parole-là. Mais bon, en tout cas, c'est ce que dit la Constitution. Il avait lui-même rappelé que c'est mon second mandat, mais certains soupçonnent. Vous en tenez à ça jusqu'au moment où il dira autre chose, où il sera conforme à sa parole. Voilà, alors on va après vous envoyer une correspondance pour justement avoir face à nous le président Macky Sall, justement pour répondre à cette question. Adresser la correspondance au président Macky Sall et en particulier d'ailleurs au ministre Sédoué qui est chargé des médias. C'est la relation avec les médias. Voilà. Et il le fait très bien. Donc moi je suis bien là où je suis. Alors des ambitions politiques au-delà de Sokone, pourquoi pas Abdou Latif Coulibaly sur le plan national? Après peut-être ce mandat, puisque... Un homme qui travaille dans la politique et qui dit de façon franche, je n'ai pas d'ambition, c'est pas la peine d'être avec lui. C'est légitime les ambitions. Mais quel type d'ambition, qu'est-ce que vous voulez faire de cette ambition? Et quand on a une ambition, on doit se donner les moyens de cette ambition. Mes ambitions, je n'ai pas dit à la télévision, à la radio, voilà mes ambitions. Je dis simplement, quand j'ai une ambition, qu'elle soit différente d'une prétention. Parce qu'une ambition, on se donne les moyens de les atteindre et on peut avoir ces moyens. La prétention, ça veut dire qu'on n'aura jamais les moyens. Alors, nous parlons toujours politique. Abdou Latif Coulibaly, on ôte un peu la casquette de communicant ou porte-parole de la présidence de la République pour vous mettre à l'aise sur le plan politique. C'est pour parler de ces autres hommes politiques du moment. On va les citer, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Abdoulaye Wade. Bon, on sait qu'il y a eu un certain dégel avec le parti au pouvoir et surtout le chef de l'État. Quel avenir sur le plan politique du Sénégal avec tout ce qu'il y a comme tractation entre guillemets entre politiciens? J'ai beaucoup de mal à parler des personnes. J'aimerais bien parler, répondre sur des faits
qui sont posés par ces hommes politiques, je suis plus à l'aise comme ça. Parlons justement de ces faits, la gestion des ressources naturelles du Sénégal, avec ces accusations qu'il y a. Je disais par là les faits posés par Idrissa Seck ou posés par Ousmane Sonko. À partir de ces faits, je pourrais me prononcer. Mais parler d'eux dans l'absolu par rapport à leur perspective politique, je ne suis pas un politologue. J'ai la chance ou la malchance de ne pas être un politologue. Je souhaiterais par exemple parler. Ah oui, de manière je parle des ambitions d'Idrissa Seck aujourd'hui. Les gens me diront je suis un politicien. Et c'est parce que je suis encarté à l'APR et que je souhaiterais que nous gardions le pouvoir, que je vais réduire à néant les ambitions d'Idrissa Seck ou dire qu'ils n'ont aucune perspective. Voyez-vous donc ma position. Par contre, les journalistes qui sont, par exemple les journalistes aujourd'hui, qui sont politologues, entre guillemets, je ne crois pas moi, ou qui sont identifiés comme tels, ils peuvent le dire aujourd'hui. On ne peut pas leur faire le reproche d'être dans une position. Mais moi, je peux dire par rapport à un fait posé par Idrissa Seck, vous m'interrogez là-dessus, je peux être à l'aise pour en parler. Et dire en quoi ce fait qui a été posé pourrait être de nature, par exemple, à... Voilà. Alors, il y a pour parler des faits, je le disais tout à l'heure, la gestion des ressources naturelles et ce reproche fait par une partie de l'opposition, je citais tout à l'heure Idrissa Seck ou Ousmane Sonko, moins Idrissa Seck, plus Ousmane Sonko et les autres mouvements qui gravitent autour des hommes politiques sur la gestion qui est jugée catastrophique des ressources naturelles, notamment par la signature des contrats par l'État du Sénégal. Sur cette question, je dis qu'il se trompe. D'abord, l'État du Sénégal, en particulier Macky Sall, n'a pas signé le contrat principalement qui est en cause. C'est le contrat pétrole, qui n'est pas le pétrole d'ailleurs, on se trompe également. C'est du gaz qui a été découvert. Sur ce contrat particulier, il a été signé le 17 janvier 2012 par le président Abdoulaye Wade. Si vous regardez d'ailleurs le contrat qui a été signé, il est bien écrit Abdoulaye Wade, approbation. Sur le contrat, Abdoulaye Wade a déjà approuvé. Et il faudrait que les gens fassent le départ entre deux choses. L'existence du contrat lui-même et le décret d'approbation du contrat. Le décret d'approbation du contrat est un instrument juridique qui donne force exécutoire au contrat. Avant que le contrat ne s'applique, il faut absolument ce décret d'approbation. Macky Sall a signé ce décret d'approbation au mois de juin 2012. Le président Macky Sall. Non. C'est Abdoulaye Wade d'abord qui signe le contrat, qui prépare un décret d'approbation conformément aux instructions de la loi, le code pétrolier de 1998. Entre-temps, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, les Sénégalais décident de mettre fin à son pouvoir. Ce que dit la loi sénégalaise est très clair. Si un décret est dans le circuit et n'est pas arrivé à l'ultime finale de la publication, le chef de l'État qui succède à l'autre reprend la procédure là où le président l'avait commencé. Macky Sall l'a fait. Il a repris le décret tel qu'il a été préparé par les mêmes motifs et par les mêmes argumentaires. Il l'a fait signer. Mais dans le fond, il a fait changer une chose qui est essentielle. D'abord, une caution a été exigée de la part de Franck Timis pour un montant de 8 millions de dollars. Ça, c'est important que les Sénégalais le sachent. Deuxièmement, dire aux Sénégalais également que si le décret n'avait pas été approuvé, le décret ne met pas fin à l'existence du contrat comme engagement juridique du Sénégal vis-à-vis de Franck Timis. On empêche simplement son exécution du fait que le décret d'approbation n'est pas là. Mais c'est plus le frère de Macky Sall qui est aujourd'hui la cible. On comprendra. Entre-temps, il y a un élément, le frère de Macky Sall a été employé comme agent national ou directeur représentant local pour Franck Timis. Il y a des Sénégalais qui estiment que s'il n'y avait pas son frère dans le coup, il n'aurait pas signé le décret. Moi, je pense qu'il n'avait pas trop le choix, pour deux raisons essentiellement. Un, parce que le Sénégal venait de sortir de deux contentieux. Parce que si jamais Franck Timis
ce contrat n'avait pas été approuvé, qu'est-ce qui serait passé? Simplement, il serait allé au tribunal arbitral et le gaz qui est découvert aujourd'hui à Saint-Louis offshore profond ne le serait jamais. Pourquoi? Parce qu'aucun autre broker ou intermédiaire ou société n'aurait signé de convention sur un bloc qui est en litige et se trouve devant le tribunal international certainement. Certainement. Ou si il y en avait, on aurait encore pris beaucoup plus de temps qu'il y en avait, qu'on en avait déjà pris. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on a suffisamment expliqué ça. On a parlé également du rapport de l'inspection générale d'État. Il faut savoir que le rapport de l'inspection générale d'État, de ce point de vue, commis pour faire une enquête de nature à donner des informations, quel que soit d'ailleurs son rapport, est une source d'information première pour le président de la République. Et c'est lui qui, pour des raisons d'opportunité, qu'il apprécie de façon discrétionnaire, dit voilà là où je vais dessiner le rapport, en tout état de cause. Moi je considère que les opposants étaient dans leur rôle. La seule limite que je mets par rapport à ça, c'est de sérier les problèmes et de les poser de façon très claire. Qu'on n'ait pas des ambitions politiques simplement et qu'on ne cherche pas à brouiller le débat pour faire de l'amalgame dans l'explication des faits et dans les prises de position. Ça c'est mon point. C'est le cas pour le faire également de la Falémé. Faire, c'était pire d'ailleurs. Parce que le faire, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle un MOU, un Memorandum of Understanding en anglais, qui dit que c'est un mémorandum d'entente pour l'expression des intentions de chaque partie. Je ne sais pas. Vous savez, quand on veut se donner beaucoup d'importance auprès des électeurs, quand on a envie de gagner, il arrive parfois que des gens fassent dans le spectaculaire et l'extraordinaire. Il y a eu des méthodes politiques dans le passé comme ça. J'en ai parlé, il y a un journal français qui en a parlé, d'ailleurs Mediapart, très bien d'ailleurs. C'est des techniques éculées qui sont très bien connues par le passé. Où d'éminents spécialistes de la communication ont déjà parlé d'ailleurs. Sur la base de faux, on parle d'un fait qui existe dans la réalité, en l'occurrence un MOU, et on brode autour du MOU pour dire des choses qui n'en sont pas. Il n'est pas le premier à le faire. Il n'est pas le premier à le faire, il ne sera pas le dernier à le faire, sans aucun doute. Et puis, je suis quand même surpris que même qu'il y ait eu, par exemple, des Sénégalais qui puissent le croire. Dire aux Sénégalais, par exemple, aujourd'hui, que ce qui a été pu signer porte sur 750 millions de tonnes de fer, alors que ça porte sur 10%. C'est clair, c'est dit. Et lui faire croire aux Sénégalais, ce n'est pas juste. Et que de toutes les manières, la vérité finit toujours par rattraper les contre-vérités. Est-ce que c'est clair? Dans le régime, on communique suffisamment, puisque dans cette affaire, c'est plus un maître El Hadji Diouf, avec sa verve que l'on connaît, tonitruant, qui fait face à la presse. On reproche un peu aux gens du pouvoir de ne pas trop communiquer ou de ne pas trop parler. Mais ce n'est pas juste. El Hadji Diouf a rempli son rôle, il l'a fait. Avec des plaintes, entre autres, qui ont été... Avec qui lui est propre. Mais dans le même temps, des membres du gouvernement, d'autres qui ne sont pas moi-même, pas deux fois, à la radio, à la télévision, dans un long article que j'ai publié, qui est même repris sur les sites internationaux, on en a parlé. Mais évidemment, chacun avec son style. Le style de El Hadji Diouf n'est pas le mien. Le mien n'est pas celui de El Hadji Diouf. Mais dire aujourd'hui qu'il est le seul à le faire, c'est pas juste. En tout cas, c'est le plus en vue, même si on a par ailleurs lu votre... Et comment on l'a dit. Alors, quelles sont les perspectives du Sénégal sur le plan économique? Le FMI très récemment a plus ou moins insisté sur l'application de la vérité des prix, ou en tout cas il faudrait que l'État puisse revoir sa façon de gérer pour éviter le gap financier qui aujourd'hui risque de plomber l'essor économique du pays. Il y a la position du Sénégal qui, sur ce plan,
on l'estime, ne va pas trop changer puisque le gouvernement a décidé de subventionner notamment certaines denrées, certains produits pour justement éviter aux Sénégalais de trop ressentir cette crise internationale. Je vous ai dit deux choses. L'FMI se place toujours dans la perspective d'une économie libérale. Une économie libérale dans laquelle, naturellement, les subventions ne sont pas désirées. On n'en veut pas. Ça c'est clair. Ça c'est une option à la fois idéologique et doctrinaire du Fonds monétaire international comme la Banque mondiale. On ne peut pas leur reprocher cela. En revanche, comment venir regarder un pays en voie de développement, demander à ces pays de ne pas subventionner certaines denrées de première nécessité? Je ne dis pas que c'est une absurdité, mais c'est une impossibilité. Et c'est d'autant plus vrai que les pays qui sont les plus placés dans le site, les mieux placés parce qu'ayant plus de moins encore, qui sont vraiment de façon très nette impliqués dans l'économie de marché, l'économie libérale. Aujourd'hui, vous allez à l'Union européenne, c'est pas pour rien qu'il y a une politique commune agricole où tous les, je dis bien tous les agriculteurs européens, les éleveurs sont subventionnés à des hauteurs qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. On va demander qu'on cesse la subvention sur l'agriculture sénégalaise. C'est ça? Si ça, ce n'est pas possible. On va demander qu'on applique la totalité des prix, la vérité des prix, sur l'eau, sur l'électricité, sur le carburant, les produits hydrocarbures. Si l'État du Sénégal est capable, sur ses ressources, de dégager des surplus, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait des surplus, qui lui permettent d'alléger autant que faire se peut la facture, il doit le faire. Il l'a toujours fait. Mais vous ne parlez pas de l'autre aspect du rapport du FMI. J'ai eu la chance de sortir le rapport du FMI qui a été produit au Sénégal 3 mois après l'arrivée du président Macky Sall, qui parlait de l'année 2011 et du premier trimestre de l'année 2012, où les FMI en étaient arrivés à cette conclusion que la situation économique du Sénégal était désastreuse. À la fin de l'interview, je vais te montrer. Même de banque aux routes. Le dernier rapport, le FMI préconise que nous serons à un taux de croissance de l'ordre de 7%, où lui-même reconnaît les efforts du Sénégal sur d'abord la collecte des ressources fiscales et les progrès qui sont faits de ce point de vue-là, et en plus s'engage à accompagner le Sénégal à travers l'instrument de coordination de politique économique. Je pense qu'on n'a pas suffisamment noté le changement de vocable. En 2012 jusqu'en 2017-18, on parlait d'instruments de soutien aux politiques économiques. Maintenant, on parle d'instruments de coordination où le FMI se positionne aujourd'hui comme étant un partenaire qui accompagne, qui coordonne, mais pas qui soutient. Et ça, c'est extrêmement important. Cela prouve donc que des efforts ont été faits. Prouve la qualité du travail qui a été fait, mais qu'on ait un instant la prétention de dire que tout a été fait et bien fait, ce n'est pas juste. Mais des choses importantes ont été faites.